Bonjour mesdames, bienvenue encore une fois sur votre zone, zone art entrepreneur aujourd'hui dans votre émission sur Zone Art Télévision où nous recevons des acteurs clés du développement de notre communauté. Et aujourd'hui nous avons l'estime de travailler avec un jeune très brillant de la ville de Goma, monsieur Espoir Bindoua. C'est un jeune à son âge mais très grand avec tout ce qu'il a déjà réalisé, ses initiatives. Vous allez devoir les découvrir, monsieur Espoir, à qui nous disons bonjour et bienvenue monsieur Espoir. Bonjour cher Moïse et bonjour à tous vos téléspectateurs. Et je pense que vous allez bien. Très bien. En mouvement, je pense. De bonne humeur. Très heureux, je vous trouve. Très heureux comme toujours. Je suis Espoir. C'est par rapport à tout ce que vous faites dans la vie où il y a une raison particulière aujourd'hui. Absolument. Et tous les résultats que j'ai déjà gagnés dans toutes mes luttes familiales, professionnelles et sociales. Voilà. Voilà, c'est Espoir. Madame, messieurs, il est à la tête d'une jeune et grande organisation CDE, Centre pour le développement et des entreprises. Alors, monsieur Espoir, c'est mon anglais, moi je ne maîtrise pas trop bien. Comment vous prononcez déjà en anglais? L'anglais, c'est une langue comme le Kihoundé, comme Swahili, comme français. C'est la langue que nous avions utilisée, que nous avions choisie pour mieux exprimer nos objectifs. Nous sommes un centre pour le développement des entreprises. Et en anglais? Nous sommes une organisation. En anglais, c'est Center for Development Enterprises. Ah, ok. Wow. Alors, parlons un peu de vous. Ça n'a jamais été très facile de parler du soir. Vous avez étudié ici à Goma? Oui, j'ai vécu à Goma. Je suis un véritable villageois, né à Massissi, en province du Nord Kivu. Je suis venu à Goma en 2000 ans, quand j'avais 12 ans. Okay. Aujourd'hui, j'ai célébré mes 36 ans d'âge sur Terre. Et je suis... Ça ne vous ressemble pas? Oui, vous parce que... Bien... Non, il faut bien entretenir le corps. Hein. C'est très important. Vous paraissez trop jeune. Le corps, il faut bien entretenir le corps. Je suis un entrepreneur social. Je dois travailler sur moi-même. Voilà, alors, vous avez beaucoup travaillé avec les communautés rurales, hein? Qu'est-ce qui vous a motivé au départ de travailler beaucoup plus avec surtout les femmes rurales? C'est quoi les causes au départ de votre engagement à cette lutte? Voilà, merci beaucoup. Je pense que avant de travailler avec les femmes rurales, j'ai travaillé dans la région des Grands Lacs depuis mon jeune âge. Okay. Depuis 2010, j'ai travaillé au Congo, Burundi, au Rwanda, avec les jeunes. Donc j'ai beaucoup évolué dans les mouvements de la jeunesse et ma figure est très reconnue dans la région des Grands Lacs. En tout cas. Et depuis 2018 maintenant, nous avions créé les CDE. CDE, c'est une organisation de recherche sur les politiques publiques, la liberté économique et l'entrepreneuriat. Okay. Et nous avions choisi de le faire parce que on voulait réduire les taux de la pauvreté dans notre pays. Et tout cela, c'est parce que nous avions remarqué qu'il y a plusieurs lois qui jusqu'à aujourd'hui continuent à avoir un impact pas tellement négatif, mais qui continuent à influencer l'économie de notre pays, qui ne s'adapte plus au contexte actuel. Et nous avions décidé de mettre sur pied une organisation de recherche qui produit des recherches, des résultats des recherches. Nous avons des études que nous produisons depuis 2018 et il y a une copie que j'ai ici dénommée Libérer les potentiels des femmes rurales. Okay. Il n'y a pas tout simplement ces projets sur lesquels on travaille. On a travaillé sur des projets qui promeuvent la zone économique de libre-échange continentale africaine. Nous avions travaillé sur un projet qu'on appelle Oumeme Bilakodi. On a travaillé sur un projet qu'on appelle Libre Entreprise pour les femmes congolaises. Nous avions travaillé sur un autre projet, promouvoir l'économie de la femme en RDC et des projets d'entrepreneuriat. Et donc tout ce que nous faisons, pas seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble des entrepreneurs congolais. Sinon, CDE existe depuis déjà combien d'années? Nous avons fondé l'organisation depuis le 26 août 2018 et nous avions célébré nos 6 ans d'existence. Et avec ça, nous avions aussi célébré plus de 4 succès, des réformes que nous avions gagnées à travers nos luttes que nous faisons. Nous influençons des décisions publiques, des réformes des politiques publiques depuis 2020 maintenant jusqu'à aujourd'hui. C'est très grand.
Très grand. Ouais. Alors, comme nous parlons déjà de libérer les potentiels des femmes rurales, quelles sont selon vous les principales difficultés auxquelles font face les femmes de notre région reculée? Voilà. Nous devons d'abord reconnaître que plus de 54% des femmes en RDC sont des femmes qui passent leur vie quotidienne dans les milieux ruraux. Ce sont des femmes rurales. Okay. Ce sont ces femmes-là qui cultivent les champs, ce sont ces femmes-là qui produisent, qui font l'élevage, l'éducation des enfants. Okay. Et l'économie de toutes les grandes villes de notre pays dépendent de ces activités champêtres de ces femmes-là. Je suis d'accord avec vous. Et alors, nous avions mené une recherche, une étude sur l'apport de ces femmes-là sur l'économie de notre pays. Et nous avions trouvé que c'est la terre qui permet à ce que ces femmes contribuent à la croissance économique de notre pays. Mais malheureusement, ces femmes-là qui cultivent dans les villages, qui nourrissent les villes, les femmes qui nourrissent les présidents de la République, les députés, les ministres et tout le monde, si nous sommes hommes, c'est grâce à ces femmes-là, mais ces femmes n'ont pas les droits de propriété des terres. Ces femmes n'ont pas les droits de propriété des terres. Ça fait à ce que, après une certaine transition familiale, le mari est mort, soit le papa est mort, soit le mari s'est décidé d'aller épouser une autre femme, carrément la femme va perdre son champ. Elle va manquer ou cultiver pour nourrir ses enfants. Elle va manquer ou cultiver pour vendre et écouler ses marchandises vers les sites de consommation dans les grandes villes. Et ça va faire que l'ensemble de ces femmes qui traversent les mêmes expériences va avoir un impact sur l'économie de notre pays. Je peux prendre le cas, par exemple, aujourd'hui, de la guerre. Toutes ces femmes-là qui vivaient dans des villages sont ici, à Goma, sont dans plusieurs coins où elles se sont dispersées. Alors, toutes ces activités champêtres restent comme ça. Il n'y a personne pour cultiver. Il n'y a pas alors de la nourriture dans nos grandes villes. Plus il n'y a pas la nourriture dans nos grandes villes, ça veut dire que l'économie, vous allez voir aussi que ça va avoir une influence sur les prix au marché. Alors, nous disons que ces femmes-là, au-delà de ces femmes de Masisi, Nyiragongo et au Nord Kivu, il y a d'autres femmes qui cultivent dans d'autres provinces de la RDC. Nous voulons à ce que l'État reconnaisse que ça, d'abord, il y a un défi culturel, il y a un défi religieux, il y a un défi sur le plan foncier, que les femmes n'ont pas le droit. Il n'y a pas une loi qui existe qui donne le droit de propriété des terres à la femme. Aujourd'hui, vous allez voir, parmi seulement les difficultés, si une femme trouve de l'argent pour acheter quelque chose, elle peut avoir l'idée d'acheter un champ. Mais facilement, elle va se dire, elle-même, ou même la société dans laquelle elle vit, on va lui dire que toi, tu n'as pas le droit d'avoir une propriété foncière. Elle va donner cet argent à son mari ou à son grand frère. Elle va donner cet argent soit à son fils pour aller acheter les champs pour elle. Mais lorsque celui-là va aller acheter ces champs-là, il mettra les noms de ces champs. Donc, les champs appartiendra à celui qui a amené l'argent. Non plus à la femme, mais à ces messieurs-là. Alors, ça fera que la femme continue à exploiter cette terre-là, mais le jour que l'homme qui est parti acheter se décidera, l'homme lui dira que ce n'est pas ton champ, c'est mon champ. Et la femme va perdre comme ça. Il y a plusieurs cas comme ça. Il y a plusieurs cas lors de transition. L'homme est mort et puis la famille du défunt décide de prendre la terre. Maintenant, ça a une répercussion sur l'économie de notre pays. Et puis, ce sont des cas très courants chez nous. Chez nous et surtout à RDC. Parce que c'est une étude que nous avions menée sur la RDC. Alors, disons, nous sommes dans un monde tellement en évolution. Chaque année qui passe, ça crée beaucoup de différences par rapport à une année passée. Comment ces femmes-là rurales parviennent à s'adapter à tous ces changements qui viennent de temps en temps d'une manière subite? Bon, je pense qu'au-delà de la lutte que nous faisons, il y a plusieurs organisations aussi qui travaillent sur la résilience économique des femmes. Il y a des organisations qui viennent donner quelques crédits aux femmes pour exercer des activités agricoles, des activités économiques, mais ce sont des projets d'urgence. Ça finit par prendre fin, mais si la femme pourrait
C'est ça notre absolu. Si la femme pourrait bénéficier d'un droit de propriété des terres, ça peut aller. Il y a bien sûr des dispositions qui garantissent tout ça, l'héritage, tout ça. Il y a le code de la famille qui a été modifié depuis, je crois, 2016 ou 2018. Mais jusqu'à présent, ce sont juste des dispositions qui existent, hein, mais il n'y a pas une loi formelle qui dit que les femmes ont le droit d'acheter leurs propres terres et de disposer de ces terres-là. Vous voyez. Voilà, il y a donc des initiatives en cours que CDE a déjà mises en marche pour pallier peut-être à ces problèmes, ces difficultés liées à tous ces problèmes plutôt à des femmes. Les initiatives existent. C'est l'ensemble d'abord de nos projets. L'existence du CDE, c'est pour résoudre d'abord, c'est pour réduire les obstacles de l'opportunité selon les principes d'une société libre. Nous voulons d'abord que tout être humain soit libre. Ça, c'est d'abord un. Deux, tous les projets que nous initions, les recherches, les mobilisations communautaires, les campagnes médiatiques, les plaidoyers que nous faisons en province et à Kinshasa, c'est pour influencer les décisions publiques en faveur de tout ce que nous avions trouvé comme problématique. Et donc aujourd'hui, je peux vous assurer que parmi les initiatives, c'est ces projets qu'on a appelé à libérer les potentiels des femmes rurales. On voulait que le gouvernement reconnaisse les 54% des femmes qui cultivent, qui nous nourrissent. Ça, c'est d'abord un. Deux, qu'on sécurise ces femmes-là avec la possibilité de voter une loi à l'Assemblée nationale de protection des propriétés privées, des propriétés foncières pour les femmes rurales congolaises. Et aussi, enfin, nous voulions que les CDE travaillent avec des experts de loi, les juristes, pour proposer cette loi-là. Parce qu'on ne veut pas laisser ce travail au gouvernement congolais, disons à l'Assemblée nationale, mais c'est nous, CDE, qui allons travailler. Et nous sommes en train d'ailleurs de travailler avec d'autres avocats et les conseils scientifiques de notre organisation pour proposer cette loi qui sera déposée à l'Assemblée nationale au mois de novembre de cette année. Voilà. Alors, parlant même de l'évolution de notre monde actuel, parlant de la technologie, le marketing digital et tout, voyez-vous peut-être une opportunité liée à ces femmes rurales qui sont loin de ces mondes, parce que ça peut demander encore beaucoup plus de formation, mais comment vous, en tant que cadre intermédiaire entre ces femmes-là et les mondes en pleine évolution, vous parvenez à marier ces éléments pour mettre ces femmes à jour? Pour mettre ces femmes à jour, sauf si ce n'est pas important, par exemple, par rapport à leur vie rurale. Vous savez, il y a d'abord une évolution, c'est qu'aujourd'hui, au moins dans les villes, nous avions bénéficié à travers les régimes passés. Aujourd'hui, les téléphones sont répandus dans plusieurs villages et que donc à partir du village, vous pouvez communiquer avec n'importe où au monde. Et aujourd'hui, je ne suis pas trop sûr que le marketing digital pourra occuper une meilleure place pour ces femmes-là, parce que je sais que la plupart n'ont pas de téléphone Android. Et la plupart, ils s'intéressent plus aux activités champêtres. Et aussi, il y a certaines zones où la connexion ne peut pas arriver. Alors, tout ce que nous, d'abord, nous utilisons à notre niveau, ce sont les mobilisations communautaires. Nous organisons des activités, des ateliers, des séminaires dans plusieurs villages, dans plusieurs villes de la RDC, juste pour avoir accès à ces femmes-là. Nous utilisons aussi des radios. La plupart de ces femmes écoutent les radios, qui suivent les télévisions et aussi suivent les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai dit que le monde est en pleine évolution. Peut-être que dans une année ou 2 ans, on peut avoir un basculement. On s'adaptera aussi à l'évolution du monde par rapport à la cible que nous avons choisie dans chaque projet. Voilà. Alors, c'est quoi déjà les projets actuels pendant qu'on parle sur lesquels vous travaillez et qui aident directement les femmes? Combien de femmes vous encadrez, par exemple? Si on peut partir des statistiques, ça pourra intéresser les téléspectateurs. Nous avons une target de toucher 500 femmes. D'accord. 500 femmes. Et actuellement, des territoires différents où vous avez des spécificités? Toutes les femmes rurales. Okay. Nous sommes en train d'organiser des activités au Nord Kivu, au Sud Kivu. Et au mois de janvier, nous serons dans la province de Maniema,
Et même dans ce mois de janvier, nous serons à Kisangani, la province de la Chopo. Et alors, nous comptons toucher 500 femmes, mais beaucoup plus utiliser aussi les médias dans notre campagne, dans notre plan de campagne médiatique pour atteindre toutes les femmes de la RDC. Il y a plusieurs articles qui sont écrits et qui seront écrits par les médias en ligne. Et il y a plusieurs collaborations que nous sommes en train de faire avec les organisations féminines, les plateformes de femmes à travers les pays. Et donc, on travaille en allié avec d'autres femmes leaders à travers les pays pour atteindre notre cible. Donc, physiquement, nous allons toucher 500 personnes. Nous avions lancé ce projet en avril 2024. Oui, 2024. Ouais. Et physiquement, nous allons toucher 500 femmes. Et à part ces 500 femmes, nous irons toucher les restes dans les villages et provinces que nous avions choisis. Sinon, étant donné que le projet est très grand, d'ailleurs je l'ai senti, quelles sont les stratégies pratiques, que j'ai dit bien très pratiques, que vous avez envisagées ou que vous pouvez envisager pour libérer les potentiels que vous évoquez des femmes rurales? La libération des potentiels de femmes rurales, c'est un processus. D'abord, on a commencé par une recherche pour éclairer l'opinion sur la situation. 2, la recherche, elle est déjà finie, je pense. Les résultats de recherche sont là. 2, nous sommes en train de mener une campagne médiatique. C'est une autre stratégie. Troisièmement, nous avions commencé à faire des plaidoyers, des discussions directes avec... Permettez, avant que je n'achève, cette campagne médiatique est adressée directement à ces femmes ou peut-être il y a une cible bien précise que vous visez? Voilà. Lorsque nous faisons une campagne médiatique, c'est pour influencer les décideurs publics, les réformateurs. Nous les appelons les réformateurs parce qu'eux aussi, plus on en parle, ils sont connectés. Et à travers les médias, ils nous écoutent, ils ont le temps d'écouter nos arguments et ils prennent des décisions en faveur de tout ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Entre-temps, nous interpellons tous les décideurs, que ce soit les ministères de l'économie, que ce soit les ministères du genre, d'essayer un peu de s'impliquer. Affaires foncières aussi. Les affaires foncières, de s'impliquer dans cette question, parce que si ces femmes-là ne se retrouvent vraiment pas dans leur aise, c'est nous tous qui allons périr. Il y aura beaucoup de difficultés à tous les niveaux et ça ne va arranger personne. Alors, mis à part cette campagne médiatique, il y a peut-être une autre stratégie après la recherche qui est finie déjà. C'est laquelle, Monsieur Espoir? Une autre stratégie, c'est que nous allons échanger. Nous comptons échanger avec les présidents de l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est une stratégie très pratique pour en parler en face avec l'autorité. Vous savez, plus on évolue en province, on ne sait pas être optimiste avec les autorités nationales. L'année passée, nous avions mené un projet, nous étions en train de mettre en place un projet qu'on appelait Libre Entreprise pour les femmes congolaises. Et on était parti à Kinshasa pour les plaidoyer. On a décroché une audience à la présidence de la République. On a échangé avec la conseillère du président de la République en charge de la jeunesse et la promotion du genre, c'est ça. Son Excellence Chantal Yelou. On a échangé avec les ministres de la jeunesse. On a échangé avec, ça c'est dans leur cabinet, on a été reçus au ministère national de la Défense et avec des ambassades aussi, où on parlait justement de ces projets-là. Et je vous assure qu'une année plus tard, on a décroché une réforme. Et la réforme, c'était le 4 septembre. Le 4 septembre de cette année. C'est grâce à vos initiatives? Grâce à nos initiatives et avec les jumelages des autres organisations. Parce que je vous ai dit, dans les formations, dans les campagnes, dans les mobilisations que nous faisons, toutes les mobilisations, nous appelons les différentes plateformes et aussi les différentes couches de la société civile congolaise. Nous appelons... L'année passée, on a réuni les guichets uniques sur une table ronde avec les experts de la société civile, les femmes entrepreneurs. On a été avec les étudiants, on a été avec les experts du gouvernement. Et tout ça, c'est pour essayer un peu d'influencer. On les met ensemble, on provoque ce genre de débats. Et il y a des solutions qui viennent de là. Il y a des recommandations. Et puis, l'ensemble de ces recommandations, nous les amenons à qui des droits aux réformateurs. C'est comme ça que nous provoquons les réformes des politiques publiques. Et donc, depuis les 4 ans,
nous avions demandé dans notre projet l'année passée, les résultats de ces projets étaient que la création des entreprises en RDC se fasse dans 72 heures. Et non plus attendre plusieurs mois, 10 mois, 7 mois. Et ça dépend maintenant de l'influence que vous avez pesée pour avoir vos documents. On a lutté pour que les gouvernements congolais, à travers les guichets uniques, réduisent la démarche administrative. Et je peux vous partager les liens de la réforme que je suis en train de vous parler. On attend maintenant une notification. Et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que même l'année passée, à travers un autre projet qu'on avait mené, Promote Women's Rights, qui protégeait les femmes qui travaillent en dehors de leur ménage, on a fait supprimer 14 taxes sur l'import-export en République démocratique du Congo. Ça, c'est grâce à tout ce que nous faisons. Il est dit, ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. Les changements commencent toujours par un petit nombre de gens. On ne néglige pas non plus les faibles commencements. Et c'est comme ça que nous travaillons, nous considérons, nous consultons, nous faisons des consultations populaires et ça nous permet d'échanger. Parce que pour finir pour cette question-là, le CDE, c'est un think tank qui provoque les réformes des politiques publiques. Le CDE a le modèle des influenceurs. Nous sommes des influenceurs, nous sommes des mobilisateurs. On mobilise les gens par rapport à une situation donnée et puis on influence des décisions publiques par rapport à ça. Et cela passe par toutes ces stratégies que je venais de citer tantôt. Des stratégies vraiment très intéressantes, commençant par la recherche des campagnes médiatiques qui passent par l'échange avec le président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous allez vous limiter à ce niveau-là. Oui, bon, ça dépend aussi des temps. On saisit des occasions. Voilà, alors, messieurs Espoir, disons qu'il y a des femmes qui ont cette envie de pouvoir libérer elles-mêmes alors leur potentialité, mais elles sont limitées, freinées par le manque des ressources. Quels conseils ou comment vous comptez aussi accompagner ce genre de femmes? Heureusement, parmi les compléments de la réforme que nous avions décroché le 4 septembre, il y a aussi ces volets-là. Le gouvernement lui-même a décidé qu'ils vont renforcer d'abord les guichets uniques de création des entreprises, mais aussi il y a d'autres initiatives que le gouvernement avec ses partenaires donne à certains entrepreneurs. Bien sûr, ils n'ont pas de ressources, mais leurs ressources au niveau des villages, c'est la terre. C'est pourquoi nous voulons sécuriser la terre pour les femmes. Et nous allons travailler avec aussi, nous allons aborder aussi les ministères des Affaires foncières à Kinshasa. Et nous sommes en train de projeter aussi à rencontrer l'UN Habitat pour que l'UN Habitat aussi comprenne ce que nous sommes en train de faire. Et s'il y a des choses à nous recommander ou à corriger ou à décourager, à les faire pas pour le moment parce qu'il y a certaines choses, il y a certaines actions que des fois on veut poser aujourd'hui alors que ça demande que ce soit posé demain. Alors on va essayer un peu de faire ces consultations-là pour renforcer, pour changer le climat des idées dans les têtes de nos leaders. Et plus un sujet devient à la une, plus il y a un changement à espérer. Alors je vous laisse le temps de faire 3 messages directement à 3 catégories de téléspectateurs, commençant par les décideurs, parmi qui il y a le gouvernement, bien sûr, les autorités étatiques. Vous allez poursuivre par les femmes, que ce soit rurales et urbaines, parce que ce sont 2 mondes qui vont de pair. Les dames qui sont ici à Goma sont de temps en temps obligées d'aller au village pour acheter. Voilà, il faut encourager. Vous allez chuter par les ONG qui œuvrent aussi dans les mêmes domaines que vous, parce que certains sont avec beaucoup de buts lucratifs et puis ça freine déjà les idéologies. Peut-être que vous êtes encore sérieux, honnête dans ce que vous faites. Je ne sais pas pour combien de temps. Alors commençons par les décideurs. Quel message directement que vous avez? Pour les décideurs, alors je préfère déjà enlever mes pour que le message passe. pour que je me sens plus à l'aise avec les messages. En fait, pour les décideurs publics, ils doivent comprendre que sont tout simplement l'entrepreneuriat qui développe l'économie d'un pays. Nous avons des partis politiques, nous avons plusieurs églises, nous avons des ONG internationales. Tout ça, ça n'a pas contribué au développement effectif de notre économie. L'économie est en train de chuter jusqu'aujourd'hui alors qu'il y a existence de plus de 1000 partis politiques au pays. Donc, ils peuvent comprendre que c'est l'entreprise qui va développer notre économie. Pas les partis politiques. Pas les partis politiques. Je suis totalement d'accord avec pas les églises et pas les ONG internationales. Alors,
je leur demande à s'investir beaucoup plus dans les entreprises, à investir beaucoup de politique de développement de notre pays dans les entreprises, que eux-mêmes politiciens deviennent aussi entrepreneurs. Et il y a beaucoup d'États à travers le monde, l'État lui-même est entrepreneur. L'État investit dans les transports, l'État investit dans les maisons à louer, l'État, disons, investit dans plusieurs secteurs. Et l'État est entrepreneur, il produit de l'argent. Mais chez nous, l'État ne produit pas de l'argent. Comment est-ce qu'ils peuvent espérer réduire le taux de la pauvreté pendant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas entrepreneurs? Je vais leur conseiller aussi à ne pas se féliciter de ce qu'ils disent, la maximisation des recettes de l'État. Lorsqu'ils maximisent les recettes de l'État, ils appauvrissent les contribuables. Pour quelqu'un qui a un capital de $500, vous lui demandez un ensemble de taxes de $300, ça veut dire que vous lui avez pris $300 sur 500, vous l'appauvrissez davantage. Et donc, l'État peut réfléchir sur l'exonération des taxes pour les entreprises qui commencent à naître. Très bien. Pour les femmes alors? Pour les femmes, pour toutes les femmes en fait. Les femmes doivent comprendre que la femme, c'est la vie. La femme, c'est la vie. La femme doit comprendre que l'économie de la RDC repose sur leurs efforts. Depuis 1990, on a commencé à observer des crises politiques en RDC. Beaucoup d'hommes ont commencé à perdre le travail. Et ce sont les femmes qui ont pris la relève des économies familiales. Et donc, les femmes ne doivent pas baisser les bras parce que c'est grâce à leurs efforts économiques que nous vivons. Une petite virgule avant que vous n'acheviez. Comment vous voyez les jeunes filles d'aujourd'hui dans 10 ans à venir? Est-ce qu'elles reflèteront les femmes que vous envisagez avoir dans notre pays? Bon, en fait, ce que j'ai dit, ça m'engage. Ce n'est pas forcément la vérité. Ouais. Dans les 10 ans, nous aurons plusieurs filles pauvres et plusieurs jeunes garçons plus pauvres. Parce qu'aujourd'hui, les filles vivent beaucoup de la mendicité. Je me limite par là. Alors, félicité par les ONG pour ne pas très extrapoler. Les ONG, j'aurais souhaité que les ONG travaillent, initient beaucoup de projets de développement. Il y a plusieurs détournements dans les ONG. Si les ONG travaillaient dans les secteurs, disons pour le développement, ça serait une bonne chose. Et que les ONG arrêtent de travailler plus, de consacrer les activités sur des projets d'urgence. Ça veut dire que nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de la nourriture, de la santé, disons les médicaments. Là, c'est bon. Mais après 10 ans, c'est quoi l'impact de leurs millions d'argent? Il y a des ONG qui travaillent avec $600,000 juste pour 3 mois. Un projet de 3 mois, $600,000. Alors qu'il y en a ceux qui peuvent travailler avec $100,000, $50,000 et ils vont créer du développement avec des résultats palpables. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ONG qui ont des résultats palpables. C'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres ONG qui commencent à se diriger dans d'autres activités qui ne les regardent même pas. Alors, merci beaucoup, Monsieur Espoir. Nous allons commencer avec vous. Nous avons préparé 10 questions à Trap-Nigo. Vous n'allez répondre que soit par oui ou par non. Ah bon? Ok, je suis libre. Si je n'ai pas de réponse, je m'étais. Je ne donne pas ma position. Voilà, donc commençons déjà avec cette première question. Alors, pensez-vous que les femmes rurales ont aujourd'hui les mêmes opportunités que les hommes dans les zones rurales? Non. Est-il vrai que la majorité des femmes rurales ne souhaitent pas entreprendre à cause des contraintes familiales? Oui. Selon vous, l'agriculture est-elle le seul secteur dans lequel les femmes rurales peuvent véritablement prospérer? Non. Le manque d'éducation est-il la principale raison alors de la faible représentation des femmes rurales dans les sphères de décision? Oui. Est-il suffisant de prospérer des financements pour libérer les potentiels des femmes rurales? La question? Est-il suffisant de proposer des financements pour libérer les potentiels des femmes rurales? Absolument. Pensez-vous que les traditions locales sont un frein indépassable pour l'autonomisation des femmes rurales? La question est... Pensez-vous que les traditions locales sont un frein indépassable pour l'autonomisation des femmes rurales? Ah ouais. Les femmes rurales sont-elles généralement mieux préparées que les femmes urbaines pour faire face aux crises économiques? Bon, oui et non. Oui et non, comment? Oui et non, ça dépend en fait. Voilà. Ouais. Les nouvelles technologies sont-elles trop complexes pour être facilement adoptées par les femmes rurales? Oui.
Sans soutien gouvernemental, les femmes rurales peuvent-elles quand même réussir à s'autonomiser économiquement? Parce qu'elles sont faites pour travailler, elles peuvent s'autonomiser sans les gouvernements. Donc c'est oui. Et la dernière question, pensez-vous qu'une femme rurale peut avoir autant de succès en entrepreneuriat qu'une femme vivant au milieu urbain? Absolument. Alors, merci beaucoup, messieurs Espoir Bindou. Mesdames, messieurs, vous avez senti sa grandeur. C'est un jeune de moins de 40 ans, mais en écoutant déjà ce qu'il fait, tout ce qu'il a déjà réalisé, c'est plus grand. Et puis, vous n'êtes pas en politique, vous n'avez pas beaucoup de subventions, mais comment vous parvenez à rester en vie dans votre monde entrepreneurial sans beaucoup de soutien gouvernemental? Nous avons la passion pour les changements. Et on ne peut pas toucher l'argent du gouvernement ou d'un politicien. Parce que si le gouvernement nous donnait de l'argent, c'est le gouvernement qui va dicter même ce qu'on va faire. C'est le gouvernement qui va dicter nos rapports. C'est le gouvernement qui va dicter nos recherches. Mais si vous lisez ici, il n'y a aucun nom d'un politicien. Donc, on ne peut jamais toucher l'argent des politiciens ou du gouvernement parce que nous voulons rester la société civile. Voilà, alors Messieurs Espoir, pour les gens qui veulent peut-être entrer en contact avec vous, quelles sont vos adresses, votre numéro, vos pages, comment entrer en contact avec vous? Alors, si vous voulez contacter CDE DRC, vous tapez www.cdedrcongo.org. Et donc, vous pouvez nous chercher avec ces noms-là sur Facebook. Vous allez voir un logo jaune, on écrit CDE RD Congo, Center for Development Enterprises. Et notre bureau est situé à Goma. À Goma, vous voyez l'hôpital général. Vous prenez la route, vous faites comme si vous descendez vers les ports de Goma. Okay. Juste à 150 mètres de la grande route, nous serons là. Et donc, à travers les sites web, il y a déjà une localisation. Facilement, vous pouvez nous localiser et ça sera un honneur d'échanger avec vous. Et je pense, pour finir, je dois remercier votre invitation. Pour passer dans cette émission. Je suis très surpris de voir qu'à Goma, je peux avoir un studio très joli, très classique. Merci. Et un studio très ambitieux. Voilà. Je n'ai même pas envie de sortir, de quitter ici parce que je me sens, je suis très sécurisé. Et je félicite l'initiateur, Calvin, que j'ai toujours lu sur les réseaux sociaux. Et si nous avons 2, 3, 4, 5, 6 jeunes qui font pareil, ça fera l'honneur de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Espoir, merci beaucoup. Zonar est très heureux de vous avoir reçu dans son émission Zonar Entrepreneur. Un plaisir partagé. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à suivre cette émission avec le module qui est là, libérer les potentiels des femmes rurales, parce que nous dépendons de ces femmes. Nous devons pas seulement les protéger, mais aussi les accompagner. Chers gouvernements, chères autorités, chères ONG, si vous pouvez ne fût-ce que travailler à l'intérêt de ces femmes-là, parce que c'est elles qui nous nourrissent, c'est elles qui nous guident, ça sera très intéressant. Alors, comme il a dit, la page, elle est là. Pour les gens qui veulent suivre, nous allons mettre ça dans les commentaires. Et puis les numéros également, nous allons donner ça dans les commentaires pour les gens qui veulent entrer en contact avec CDE. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette émission. J'ai été très ravi d'être avec vous pendant plus de 33 déjà minutes. On se retrouve alors très bientôt pour le prochain numéro. Derrière la caméra, il y avait les seuls imbattables, celui qu'on appelle Mardoché MK. Merci beaucoup au DG Alphonse Biragui. Merci beaucoup à M. Calvin Molungu qui a facilité cette émission. On se retrouve très bientôt. Ciao.